Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Désolée pour le petit retard dû à des aléas techniques. On est ravis d'être là aujourd'hui. Donc, pour vous faire une petite présentation autour de NIS 2 et de la sécurisation des filiales et des chaînes d'approvisionnement. Parce que NIS 2 est souvent orienté sur la sécurisation des entités elles-mêmes, des entités qui sont directement concernées. Mais il y a des impacts sur les filiales et sur les chaînes d'approvisionnement. Et puis NIS 2, c'est peut-être aussi une opportunité pour tout un écosystème d'être tiré vers le haut avec des mesures qui sont écrites, qui sont plutôt de bon sens et donc qui pourraient permettre de monter tout un écosystème. Voilà. Donc on va se présenter rapidement. Donc je suis Gwenaëlle Martinet. Voilà, ça a fait bugger la télé. Je suis Gwenaëlle Martinet, je suis directrice de l'offre cybersécurité chez DocaPost. Et donc une entité qui commercialise, qui développe et qui commercialise une offre cybersécurité, notamment destinée aux petites structures, aux PME, TPE même, TPE, PME, ETI, collectivités territoriales, pour les aider à se sécuriser de manière simple et efficace. Voilà, je laisse Stéphane se présenter. Moi, c'est Stéphane Bois, je suis directeur de la practice cyber de Softeam Consulting, et Softeam est une des filiales du groupe DocaPost. Très bien. Alors, merci Stéphane. Une petite intro peut-être rapidement sur DocaPost, parce que DocaPost est souvent assez peu connu, même si on est un très grand groupe. Alors DocaPost, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans. Nous sommes filiale du groupe La Poste à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ADN qui est très service public, très intérêt général. Alors les missions de DocaPost ne sont pas des missions de service public. Nous restons une entreprise privée, mais on hérite quand même de cet ADN du groupe La Poste, tourné vers l'intérêt général, tourné vers le secteur public, tourné vers l'envie de faire progresser, donc pour ce qui me concerne, pour la cybersécurité, le niveau de cybersécurité globale des administrations, des entreprises, parce que ce sont des enjeux de sécurité nationale, au sens de la nation. Il faut faire vivre l'économie et il faut que l'économie tienne. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à DocaPost? Alors DocaPost, grand groupe, on est 6500 collaborateurs, on est un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc on reste un très grand groupe. Et notre vocation, c'est d'aider nos clients dans leur transformation numérique. Donc on a tout un tas d'activités tournées vers la transformation du physique vers le digital, du digital vers le physique, du digital vers le digital. Voilà, donc tout ce qui peut passer par le digital, la transformation de tous ces processus de transformation, c'est au cœur de notre activité. Et donc pour faire ça, on a tout un tas de solutions que l'on vend, donc de la signature électronique, de l'identité numérique. Quand vous vous identifiez sur les sites avec l'identité numérique de La Poste, c'est chez nous. On a également des choses que vous utilisez probablement, ou que vous avez utilisé pour les plus jeunes d'entre vous. Pronote, par exemple, c'est cet outil qui est l'environnement de travail des collégiens, des lycéens. En fait, c'est édité par Index Éducation, qui est une filiale à 100% du groupe DocaPost. Voilà. Donc on est en fait très connu, tout le monde utilise des outils de DocaPost plusieurs fois par jour, mais sans le savoir très souvent parce qu'on est aussi des gens discrets. Voilà. Donc on fait du vote électronique, de l'archivage, de la facture, etc., etc. Et comme notre ADN c'est de le faire en confiance, et travailler sur la cybersécurité, c'est une évidence pour vous montrer qu'effectivement, la confiance dans le numérique, ça passe par la cybersécurité, c'est un élément essentiel. Voilà. Je vais passer la main à Stéphane qui va vous parler de NIS 2. Alors, avant de commencer, de rentrer directement dans comment on adresse les partenaires et nos filiales, on va quand même juste faire un petit focus sur NIS 2 pour être sûr que tout le monde l'a bien. Tout le monde fait le NIS 2. Par main levée, comme ça. Oui, je fais du son 2. Bien, alors, la directive NIS 2, on va aller vite. De temps en temps, alors, j'ai un super appareil qui se coupe, dès que je l'ai plus sous la main. Toutes les 15 secondes, si je n'appuie pas sur tout, il passe en noir. Pilote SNCF dans une autre vie. Alors, pourquoi NIS 2 déjà? Parce qu'on avait NIS 1, ça aurait pu faire l'affaire, c'était bien. Mais on s'est rendu compte que c'était pas aussi efficace que ça. D'abord,
Pour la première règle, c'est l'hétérogénéité de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine liberté de mise en œuvre, c'est une directive, pas un règlement, donc c'est pas l'application directe. Donc chaque pays a un peu adapté à son contexte. Et le résultat, c'était qu'on avait une homogénéité discutable, ce qui fait que les opérateurs, les entités, selon le pays, n'étaient pas tout à fait pareils. On a eu besoin de dire, on va mettre NIS 2, on va dire en fait c'est tout le monde au même niveau. C'était le premier point. Et ensuite, l'évolution des menaces, en particulier sur de nouvelles cibles, on pense aux collectivités territoriales, et du coup, avec notre ADN de la Poste, ça nous parle directement. Et la supply chain, les attaques par supply chain. Donc, attaquer directement vos chaînes d'approvisionnement pour pouvoir en tâcher. C'est vrai que les grands groupes étaient plutôt bien protégés naturellement, ils étaient soumis à des réglementations complexes, qui faisaient qu'ils se protégeaient bien, mais finalement c'est leurs prestataires qui étaient en difficulté et l'attaque se faisait par remontée de prestataire en prestataire jusqu'à arriver à toucher la cible. Donc un besoin de couvrir plus de secteurs, les collectivités territoriales notamment, et d'un niveau d'homogénéité globale sur toute l'Union européenne. Donc deux grands groupes, je descends pour me voir. L'énergie, alors le groupe 1, les entités essentielles et entités importantes. L'énergie, transport, secteur bancaire, vous retrouvez tout ça dans les directives, quasiment les directives nationales de sécurité qu'on a en France. On y rajoutera toute la partie numérique et les administrations publiques, désormais. Et puis dans les entités juste importantes, donc les règles un peu moins importantes, on va trouver un peu moins de règles. Services postaux, expédition, toujours un peu concerné. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur le sujet. Fabrication de produits, distribution de produits chimiques, fabrication. Je ne vais pas tous les faire, vous avez les slides en photo. Donc deux grandes règles, mais qui s'adressent à beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas concernés dans toute la liste par les deux? Je pense que ça tourne en fait tout le monde. Ensuite, les objectifs, alors c'est bien parce que j'utilise souvent le code règlement GPDR, gouvernance, protection, défense, résilience. Voilà, donc il y a des mesures de sécurité à mettre en œuvre sur l'ensemble de ces 4 thématiques. Donc, en premier lieu, dans la gouvernance, et je vais un peu insister dessus parce qu'on va y venir après, le recensement des systèmes d'information. Souvent, la cartographie, pour ne pas dire toujours pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, il y en a ici, on a un vrai sujet de savoir quels sont les SI, où est-ce qu'ils s'arrêtent et où est-ce qu'ils commencent. En particulier quand vous avez différents métiers et qui travaillent par exemple avec du SaaS. Ensuite, en termes de protection, vous devez mettre des mesures de protection pour protéger du SI, et ça je pense que Gwenaël en présentera quelques-uns. Ensuite, tout ce qui est défense, donc ciel, SOC, et enfin la résilience, c'est quand tout le reste n'a pas marché, comment vous faites pour continuer à faire tourner les métiers critiques que vous avez bien sûr identifiés préalablement, parce que ça fait partie de la gouvernance, vous avez fait votre business impact analysis, vous savez exactement ce qui doit tourner. Donc comment vous faites sans l'IT entre eux. La directive NIS 2, vous avez accès au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Le projet de loi il est disponible sur internet, je vous invite à lire. Il fait 600 pages, il est sympa. Bon, après, la première partie, c'est la loi de programmation militaire, tout le monde n'est pas concerné, et la dernière partie, c'est DORA. Pareil, tout le monde ne va pas être concerné. Mais le deuxième chapitre, c'est tout ce qui concerne, alors qui s'appelle de la cyber-résilience, c'est la transposition de NIS 2. Alors, ils ont été sympas, parce que 600 pages, ils sont arrêtés là, ils auraient pu mettre le Cyber-Resilience Act avec, ça aurait été sympa. Donc on va arriver, et le cas se cache toujours au détail, on va vraiment aller sur un tout petit point. Donc dans la section 2, les exigences sur la sécurité des systèmes d'information, on est au cœur du sujet. L'article 14. Alors l'article 14, il reprend un peu les entités, l'ensemble des entités que j'ai citées préalablement. Donc je ne vais pas vous faire la fiche, mais vous pouvez lire, ça vous concerne un peu plus. Donc les entités essentielles, les entités importantes, déjà toutes. Les administrations d'État, leurs établissements publics, administratifs, etc. Prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, gouvernance, protection, défense, résilience, appropriées et proportionnées. Oui, c'est pas la même chose. Je travaille pour une petite entité qui fait 14 personnes, et de l'autre côté, j'ai aussi des gars qui travaillent à la BNP. Pas les mêmes moyens pour les mises en œuvre, pas les mêmes challenges non plus. Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité, vos systèmes d'information,
Ces mesures garantissent pour leur réseau et leur système d'information un niveau de sécurité adapté et proportionné aux risques existants. Elles visent à, deuxième alinéa de ce truc, assurer la protection des réseaux et systèmes d'information, y compris en cas de recours à la sous-traitance. C'est-à-dire que tout ça, il faut que vous assuriez que vos sous-traitants aussi vous mettent en œuvre. Ouais, c'est là que ça va être compliqué, et c'est peut-être là que Gwenaëlle a des solutions à vous proposer. Effectivement. Alors, tu avais encore la chronologie. Je te la laisse, la chronologie? Oui, je vais faire la chronologie parce qu'on a fait l'exercice, hein, on a déjà mis en œuvre NIS2. Alors, effectivement, bon, ça n'a pas été encore transposé en droit français. Cependant, avec le projet de loi, on a déjà une bonne idée de où on se situe et ce qu'on doit faire. Et si vous attendez que le projet de loi soit voté et qu'on ait une loi pour ça, vous risquez de vous retrouver avec un projet qui est très très lourd, très très coûteux et avec 6 mois pour le mettre en œuvre. Je vous invite à commencer très tôt, surtout 80-90% du texte, il ne va pas y avoir beaucoup d'amendements, il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises dedans. Donc si vous voyez, vous avez le trimestre. La cartographie par entité, vous voyez, ça nous a pris, alors c'est une petite boutique, hein, c'est la nôtre. Ça nous a pris déjà 3 mois pour avoir une vraie cartographie bien précise, avec de tous les systèmes d'information et de quel niveau on voulait, entités essentielles ou importantes. Et après, il y a toute une mise en œuvre. Donc le plan d'action est un peu long, hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Merci Stéphane. Je vais juste rester sur la chronologie d'accompagnement pour rebondir et vous dire, donc ça c'est un bon exemple, c'est un très très bon exemple pour un grand groupe tel que le nôtre. Donc je vous rappelle, hein, 6500 collaborateurs, on a des sites partout, 97 implantations, etc., etc. Donc évidemment, quand on commence à tirer les ficelles, on reste un grand groupe, donc on a des surprises, donc tout ça prend du temps parce qu'on a une organisation un peu lourde. Ça ne veut pas dire qu'il faut ce temps-là pour tout le monde. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui montre que ça peut prendre du temps. Et ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, hein. Il se trouve qu'on n'est quand même pas un mauvais élève en la matière, donc globalement, on a été assez efficace. Mais ça peut prendre beaucoup plus de temps pour des groupes beaucoup plus grands ou beaucoup moins bien organisés, mais ça peut prendre beaucoup moins de temps si vous êtes une toute petite structure. Donc, il faut quand même se rendre compte que toutes ces étapes-là sont importantes, sont à faire, mais elles vont prendre un temps qui va dépendre de votre structure. Et ça, c'est quand on arrive dans votre entité qu'on peut comprendre comment vous êtes organisé, architecturé. Est-ce que vous avez un site 42 ? Est-ce que vous avez une DSI très très grande parce que vous avez une activité numérique ou très restreinte parce que votre activité n'est pas du tout. Voilà, donc tout ça c'est un accompagnement sur lequel on peut être là. Ce que je veux vous dire, c'est que NIS2, c'est une opportunité. Comme l'a été, et là je vais vous voir grincer des dents normalement, comme l'a été le RGPD en 2018. En 2018, le RGPD, il est là pour protéger les données personnelles. Et s'il n'y avait pas eu le RGPD, on continuerait à ne pas protéger les données personnelles. Et de 2018 à 2024, il y a eu globalement de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on accompagnait les entités à faire ce qu'il fallait pour protéger les données personnelles, pour se mettre en ordre de bataille, pour être en mesure de. Et puis là, la CNIL commence un peu à serrer les boulons et à dire « Hey, les gars, ça fait 6 ans, maintenant il faut vous y coller ». Et bien pour NIS2, l'état d'esprit est à peu près le même. Alors évidemment, c'est pas un état d'esprit qu'on peut écrire dans une loi, voilà. Mais l'état d'esprit est celui-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, la sanction ne sera pas tout de suite, déjà parce que l'État n'a pas les moyens de sanctionner pour l'instant, il faut une organisation, il faut mettre en place une organisation qui n'existe pas. Et parce qu'en fait, c'est une opportunité, NIS2. C'est l'occasion de mettre le sujet cyber sur la table et de vous dire, à vous tous qui êtes concernés, mais la cyber, arrêtez de mettre la tête dans le sable, arrêtez, alors, mettre la tête dans le sable pour certains, ne pas avoir les moyens pour d'autres, ne pas vouloir mettre les moyens, ou simplement être complètement perdu, parce que ça arrive, et de se dire, mais j'y comprends rien en fait. Je voudrais bien, mais j'y comprends rien. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est quoi? Il est qu'il y a énormément de boîtes qui font de la cyber. Et donc, je ne sais pas quels sont vos métiers, mais vos métiers, normalement, pour toute entreprise, c'est pas la cybersécurité. Vous avez un métier qui est complètement autre, qui consiste à faire tourner votre boîte. Et donc, dans votre métier,
Vous vous dites, ok, j'ai un sujet cyber, comment je m'y prends? Par qui je me fais accompagner? De quoi j'ai besoin? Et la difficulté, elle est là. C'est qu'il y a beaucoup de boîtes, et le salon le montre très très bien, et moi je trouve ça génial. Quand je prends ma casquette innovation, je me dis, c'est super. La France est championne du monde, on est aux premières loges, on innove, on met des choses sur la table. C'est super en termes d'innovation. Mais quand on se place d'un côté client, moi je me dis, mais vous êtes complètement perdu. Comment se dire s'il faut aller voir l'un ou l'autre? Donc il y a une montagne à franchir qui paraît extrêmement difficile. Et à cette montagne, on ajoute le jargon. On aime bien mettre des mots compliqués dans les phrases. Ça nous rend vachement intelligents. On fait vachement bien comme ça. On dit, ah, vous voyez, moi je connais des mots compliqués. Ouais, super. Mais moi, mon garagiste, quand il met des mots compliqués dans les phrases, ça ne m'inspire pas la confiance. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que faut vous faire accompagner par des gens qui parlent votre langage, c'est-à-dire des gens qui vous parlent de vos risques d'activité, vos risques financiers, vos risques juridiques, vos risques de notoriété, mais pas qui vous parlent de solutions techniques. Vous n'avez pas besoin de comprendre les méandres du fonctionnement d'un bastion ou d'un EDR, vous avez juste besoin de savoir par où il faut vous y coller. Et par où il faut vous y coller, ben ça c'est un accompagnement qui peut être minimal selon la taille de votre entreprise, par un cabinet de conseil ou par des sachants, quels qu'ils soient, qui vous permettent de vous montrer la route, qui vous permettent de vous dire c'est par là qu'il faut aller et c'est comme ça qu'il faut le prioriser. Et puis après, avec Stéphane on est très complémentaires parce qu'il fait du conseil et puis moi je fais des solutions. Moi je dis souvent, rédiger une politique de sécurité des systèmes d'information, c'est un des éléments essentiels dans une entreprise. Hein. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec quels moyens, avec tout un tas de politiques. C'est absolument primordial. Et c'est primordial pourquoi? Parce que ça aide à la maturité des décideurs, ça aide à éclairer les décideurs, les grands patrons, pour savoir ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et quels moyens il faut mettre sur la table. Donc à ce titre-là, c'est absolument fondamental. Mais c'est jamais ça qui sauvegarde les données, c'est pas ça qui filtre les mails et c'est pas ça qui surveille vos équipements de travail. Une fois que vous avez rédigé une PSSI, si vous vous arrêtez là, je suis désolée, mais vous n'avez rien fait. La PSSI, elle est indispensable comme étape pour aller vers de la sécurisation. Parce que c'est la sécurisation qui protège. C'est ça qui protège vraiment. C'est les produits que vous allez mettre dans vos systèmes et vos réseaux. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc les deux sont absolument complémentaires. Et donc c'est ce qu'on développe du côté de DocaPost avec l'offre de conseil que porte Stéphane, qui peut vous accompagner justement sur des bonhommes en vrai qui vont faire du RSSI as a service, qui vont être capables de piloter votre sécurité des systèmes d'information pour vous, de faire de l'analyse de risque, du diag, de l'audit, enfin tout un tas de trucs absolument essentiels qui vous aident à comprendre où vous en êtes et vers où il faut aller, et puis à le faire régulièrement. Et puis ce que je porte de mon côté, le pack cyber, avec des vraies solutions que vous allez mettre dans vos systèmes et vos réseaux, et qui, eux, pour le coup, ces solutions-là vont vous permettre de faire un gap en termes de sécurité. Et ces solutions, elles sont adaptées pour des petites structures. Donc si vous êtes un grand groupe, très certainement, vous n'avez pas besoin du pack cyber. Parce que vous êtes un grand groupe, vous avez une grosse DSI, vous avez des gens qui sont payés pour ça, vous avez des gens qui comparent les solutions et qui savent de quoi ils ont besoin. Par contre, ils ont plein de cailloux dans leurs chaussures. Ça s'appelle les filiales et ça s'appelle les sous-traitants. Parce que quand on est un grand groupe, sécuriser le grand groupe, c'est déjà un beau boulot. Parce que c'est complexe, c'est une architecture qui part dans tous les sens, il y a des réticences à gauche, à droite, etc. Et alors si en plus, il faut se dire, il faut sécuriser toutes les filiales, les intégrer avec le temps que ça peut prendre, etc., ça devient complexe. Et donc, pour enlever tous ces cailloux dans les chaussures, les filiales, qui sont souvent beaucoup plus petites, l'idée c'est d'aller les sécuriser avec des solutions extrêmement simples qui leur permettent de passer le cap et de vous dire, ok, je peux déjà dormir tranquille parce que cette partie-là, ils ont fait l'essentiel. Et c'est ça qui est important, c'est de faire l'essentiel. Si vous ne sauvegardez pas vos données, il y a une attaque, vous êtes mort. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est sauvegarder les données, on va en parler après. C'est protéger les mails, c'est superviser les équipements de travail. Ça c'est l'essentiel qui vous permet quand même de dormir un peu plus tranquille. Et qui vous permet, pour ce qui est de vos sous-traitants, de leur dire, de les aider. Parce que vos sous-traitants, c'est des petits machins en général, hein. C'est des toutes petites boîtes qui sont très contents de travailler avec les grands groupes, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une DSI, d'avoir un RSSI, d'avoir... Et donc il faut les accompagner. Et finalement, si vous êtes content de travailler avec ce sous-traitant, eh ben, il faut les aider, il faut les accompagner parce que vous avez la force du grand groupe qui sait et qui peut les aider à grandir en toute sécurité.
Donc je fais beaucoup de digressions, mais voilà, peu importe. Gamme cyber. Et donc, c'est quoi les solutions? Donc concrètement, comment on fait pour se sécuriser? Il y a 3 étapes. C'est même pas des étapes. Je refuse d'appeler ça des étapes en fait. C'est 3 piliers. Les 3 piliers sont complémentaires et indispensables. Faire l'un sans les autres, ça ne sert à rien. Ces 3 piliers-là, on ne les a pas inventés, hein. C'est des débats d'experts. Alors après, on peut en débattre autour d'un café. Est-ce qu'il y en a 3, est-ce qu'il y en a 5? Est-ce que la détection est dans la protection ou la réaction? Tout ça, on peut en débattre. Quelque part, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire. D'accord? Donc les 3 piliers, c'est quoi? C'est se préparer. Et donc ça veut dire connaître qui on est et vers où on doit aller, techniquement et humainement. Parce que c'est les décideurs, les dirigeants, les DSI, les DAF, etc. Mais c'est aussi chaque salarié. Quel est le rôle de chaque salarié dans la chaîne de cybersécurité de son entreprise? Pourquoi il y a des choses qu'il ne doit pas faire? À quoi doit-il faire attention? Donc sur le pilier de préparation, il y a un volet technique que nous on organise autour de diagnostics, autour d'audits de vulnérabilité, autour par exemple de pentest qu'on peut faire également, autour de tout ça qui permettent d'avoir la connaissance technique du réseau. Et puis il y a un pilier humain avec de la sensibilisation de tous, avec des campagnes de phishing qui ne sont pas traumatisantes mais qui permettent à chacun de comprendre: ah mince, j'ai cliqué. Et on m'explique. On m'explique pourquoi j'aurais pas dû cliquer. On m'explique ce qui aurait dû attirer mon attention. Donc ça, c'est un premier pilier qui est la préparation. Après, on a le pilier de protection. C'est celui-là qui va vous sauver. C'est celui-là qui permet de sauvegarder les données. Dans 5 minutes, à 11h30, débutera la 2e conférence. Comment sécuriser sa supply chain? Ah bah voilà, la concurrence qui parle. Mais restez là, je vous en prie. La protection, c'est essentiel. Donc, la sauvegarde des données. C'est quoi une sauvegarde sécurisée? C'est pas la clé USB tous les mois que je mets dans mon ordinateur pour aller la mettre dans le tiroir. Ça, c'est pas une sauvegarde sécurisée. C'est une sauvegarde qui marche une fois de temps en temps. Voilà. Une sauvegarde sécurisée, c'est une sauvegarde où les données ne sont pas lisibles de l'attaquant. Lisible de l'attaquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaquant ne peut pas aller les lire. S'il ne peut pas aller les lire, il ne peut pas prendre les données pour les revendre. Donc déjà, il a un de ses objectifs, très souvent, qui tombe à l'eau. Et il ne peut pas modifier ces données. Parce que s'il peut les modifier, il peut les chiffrer. Et s'il est capable de les chiffrer, il est capable de vous demander une rançon. Donc la sauvegarde, il faut qu'elle soit sécurisée. Donc ça, c'est indispensable. Donc c'est mettre vos données les plus essentielles. Ça ne sert à rien de sauvegarder les vidéos des petits chatons. On est très content de les recevoir, mais on les met dans une partie du disque dur qui n'a pas forcément besoin d'être sauvegardée. Par contre, les données essentielles qui sont primordiales pour redémarrer en cas de cyberattaque, il faut aller les sauvegarder pour aller les chercher le jour où il y a un problème. Et le problème peut être une cyberattaque, peut être un incendie, une inondation, tout un tas de trucs. On sauvegarde les données. Ensuite, il faut superviser les équipements de travail. Regardez ce qui tourne dessus. Est-ce qu'il y a un virus en train de s'exécuter? Est-ce qu'il y a un processus en train de scanner votre disque tout en parlant à un serveur malveillant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un process qui est en train d'essayer de rentrer, d'attaquer quelque chose? Ça, c'est primordial. Et c'est primordial d'être associé à de l'humain, avec un centre de supervision. Tout ça, ça peut être extrêmement automatisé, mais il y a toujours de l'humain à la fin. L'humain qui permet de réagir quand on ne sait pas. Avoir un EDR, donc c'est ce truc qui supervise vos équipements de travail, ça s'appelle un EDR. Avoir un EDR qui n'est pas regardé par des humains, c'est d'un intérêt un peu limite. C'est-à-dire que vous avez des trucs qui tournent, qui sont arrêtés, on ne sait pas trop si c'est légitime, pas légitime. Donc le centre de supervision, c'est pas le machin qui vous appelle tous les matins, c'est le truc qui vous appelle qu'en cas de problème avéré. Ok ? Après, il y a toute la protection des services, avec la protection des messageries. Ça ne sert à rien de couper la tête à quelqu'un parce qu'il a cliqué sur un mail. S'il a cliqué sur un mail, c'est parce que le mail lui est arrivé. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que le mail ne doit pas lui arriver. Le rôle d'un dirigeant d'entreprise, le rôle d'un décideur, c'est de faire en sorte que les salariés puissent travailler, parce qu'en général, ils veulent juste travailler, puissent travailler en sécurité. Et donc travailler en sécurité, ça veut dire que tout ce qui est censé les perturber, voire mettre l'activité de l'entreprise en danger, on l'arrête.
protéger les mails, ça en fait partie. Et donc, on ne peut pas dire à un service comptable d'arrêter d'ouvrir des pièces jointes de mails, sinon ils arrêtent de facturer, ils arrêtent de payer, ils arrêtent tout. Donc il faut juste leur donner les moyens de travailler en sécurité, donc de filtrer les mails. On peut également protéger la navigation Internet, faire en sorte qu'on n'aille pas naviguer sur n'importe quoi. Quand on sait qu'on est en train d'aller sur un site qui va nous demander notre login et notre mot de passe de Microsoft, alors que ça n'a aucun intérêt, on l'arrête. Voilà. Donc on sécurise la navigation Internet. Et dans l'autre sens, on peut sécuriser tout ce qui est exposé sur Internet. Faire en sorte qu'on arrête les dénis de service, on arrête les exploitations de vulnérabilité qui viennent de l'extérieur. D'accord ? Ça, c'est toute la protection des services. Et puis à côté de ça, après, il faut protéger les accès. La base de la base de la base, c'est le gestionnaire de mots de passe. C'est pas suffisant, notamment pour les grands groupes, c'est absolument pas suffisant. Pour les petits, c'est le début. Derrière, ça emmène vers de l'authentification multifacteur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les plus petites structures, souvent, ne sont pas mûres pour ça, parce qu'en termes d'organisation, c'est complexe. Donc l'organisation, c'est un changement de culture, ça prend plus de temps. Donc il faut déjà mettre un gestionnaire de mots de passe qui permet à tout le monde d'arrêter d'avoir un joli fichier qui s'appelle mesmotsdepasse.doc directement dans le répertoire Mes documents. Ce joli fichier, aussi appelé le régal de l'attaquant, voilà, quand il arrive sur le poste, il est ravi, voilà, ça lui donne accès à tout derrière, il n'y a plus qu'à s'authentifier sur toutes les applications concernées. Et donc ça, c'est juste pas possible. Et donc il faut permettre à vos salariés d'accéder aux outils dont ils ont besoin en toute sécurité, encore une fois, et de leur dire maintenant, c'est plus acceptable. C'est plus acceptable d'avoir ce genre de fichier. Et donc, on lui donne un gestionnaire de mots de passe. Et donc ça, c'est ce qui permet de se protéger. Et puis tout ça, ça doit accompagner à une réaction pertinente. Le jour où, comment je réagis. Et le jour où, si je ne me suis pas posé la question avant, en général, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire le jour d'une attaque. Voire même, on se dit, il y a une attaque, c'est le problème de mon RSSI. Non. Le RSSI est un maillon de la chaîne. Le RSSI est celui qui doit intervenir pour expliquer ce qui s'est passé, pour expliquer comment est-ce qu'on peut remettre en service en toute sécurité. Mais ce n'est pas le RSSI qui va communiquer vers les clients. Ce n'est pas le RSSI qui va communiquer vers l'interne. Ce n'est pas le RSSI qui va comprendre quel est l'impact financier. Donc il y a toute une gestion de crise à mettre en place, un pilotage de projet qui n'est pas qu'une question technique. Et ça, il faut l'avoir anticipé. Et c'est par exemple faire un exercice de gestion de crise pour faire prendre conscience, pour commencer à s'organiser et le faire régulièrement pour que cet exercice prenne de plus en plus d'ampleur et devienne de plus en plus pertinent. Et puis après, on poursuit l'activité avec une capacité d'intervention en cas d'incident, être capable d'appeler quelqu'un. Et puis, on a aussi des partenariats assurantiels. Donc, des gens qui disent, et c'est extrêmement important pour moi, qui disent, c'est top ce que vous faites, et si vous avez des clients qui se sécurisent avec ça, ils deviennent éligibles à l'assurance cyber. Et en tant que grand groupe, vous pouvez dire à vos sous-traitants, moi, je voudrais que vous soyez assurés cyber, parce que ça prouve que vous vous êtes occupé de la question. Côté DocaPost, on est très bon, on est les meilleurs, je vous assure, c'est top. Mais notre volonté n'a pas été de tout redévelopper. Certains de ces outils-là sont des outils, quasiment tous, sont des outils extrêmement complexes, qui méritent une mise à jour extrêmement régulière, qui demandent un approfondissement technique extrêmement important. Notre volonté, c'est d'accompagner l'écosystème français à se développer. Donc notre action, à nous, c'est d'aller chercher les bons, d'aller chercher les gens qui sont les meilleurs par rapport à votre besoin, et de les mettre dans un pack et de se positionner comme étant une interface unique. Pour que vous n'ayez pas, ou que vos sous-traitants, que vos filiales n'aient pas à aller papillonner et je vais aller comparer les 18 solutions de sauvegarde et je vais aller comparer les 50 solutions de protection de messagerie et ensuite je m'intéresserai à l'EDR et puis c'est vrai qu'il faut un SOC. Tout ça, ça prend du temps sur des gens qui ont des compétences qui sont rares. Donc il faut concentrer les compétences de ces personnes sur leur vraie valeur ajoutée, la sécurité des réseaux, concrètement, comment améliorer l'expérience utilisateur, comment faire en sorte que ce soit meilleur, et s'appuyer sur la base de la base, sur des choses qui sont faciles à faire pour que les gens qui ont la compétence cyber puissent aller faire les choses spécifiques
et y passer de l'énergie parce que c'est là qu'ils sont utiles. Donc c'est ça l'état d'esprit qu'on met en place. Donc par rapport à un besoin de sous-traitance, par exemple, on peut vous accompagner, par exemple, en vous disant on peut fournir des rapports sur vos sous-traitants, sur vos filiales, pour déjà que vous ayez une idée de leur niveau de sécurité. Un scan externe qui permet de comprendre, ok, le scan externe, il donne tel type de résultat, tel type de note, ça prouve que c'est bien ou que c'est pas bien. Et vous, ça vous donne un outil de pilotage derrière pour exiger de ces entités, ou pour demander à ces entités, selon les relations que vous avez avec, plus ou moins de choses à faire à l'intérieur de leur réseau pour se sécuriser. Vous devez leur demander des plans d'assurance sécurité, vous devez leur demander tout ça. Donc il y a un accompagnement par Stéphane, et puis il y a des vraies solutions qu'on peut mettre en place de mon côté. C'est ça le message que je voulais vous passer. Donc on est très content de travailler avec tous nos partenaires qu'on cite. Je ne suis pas de marque blanche, et si vous voulez aller les voir et qu'ils sont là, allez les voir. L'enjeu de passer par moi, c'est qu'évidemment il y a des conditions tarifaires intéressantes, et qu'en plus on ait une interface unique qui vous fait gagner du temps. C'est vraiment ça le message. En très bref, l'éventail, il est entre 10 et 20 euros par mois, par poste, selon ce que vous prenez, selon les options qui sont prises, selon, avec ou sans prestation, etc., etc. Ça, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Pour moi, c'est extrêmement important de donner des prix. Pourquoi ? Parce que la cyber est souvent vue comme étant un truc inaccessible. On n'y comprend rien, on ne sait pas vers qui se retourner, on ne voit jamais un prix. Ben, moi, je vous dis, les prix, ça peut être ça. Et donc vous faites une petite multiplication et vous regardez. Alors évidemment c'est pour des petites structures. Si vous êtes une très grosse structure, il y a des offres plus intéressantes. Mais pour les petites structures qui se sentent souvent très éloignées de la cybersécurité, c'est extrêmement important qu'elles puissent faire une petite multiplication et se dire « Ah mais en fait, ça m'est accessible. C'est le prix d'un abonnement téléphonique pour mes salariés. » Et ça permet de sauver l'activité. Et donc en synthèse, NIS 2, ça vous impose des règles de sécurité, c'est une opportunité. Ça vous donne des règles et ça vous permet d'avoir un cadre à imposer à votre écosystème. Et donc utilisez-le pour ce que c'est, c'est-à-dire ce cadre-là qui vous permet de faire monter l'écosystème en sécurité. Vous avez votre rôle là-dedans en tant que grand groupe, si vous êtes un grand groupe, de travailler sur votre écosystème parce que la France est grande, la France est très très grande, il y a beaucoup de sociétés. Et donc chacun doit participer au fait de monter en puissance tout cet écosystème pour plus de sécurité, pour vous et globalement pour tout le monde. Donc il faut se faire accompagner et il faut déployer des solutions, c'est ces deux pattes. Et au travers de mon éventail, là, il y a un socle de gouvernance qui est là et qui est absolument indispensable. C'est la base sur laquelle on se repose pour pouvoir faire de la sécurité en toute conscience et en sachant ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane ou moi? C'est bon. Oui. Dans quelle mesure on est... J'entends pas, je suis désolée. Utilisant vos outils, dans quelle mesure on respecte toutes les conditions de NIS 2? Alors, c'est une excellente question. NIS 2, c'est un ensemble de règles. Donc je ne peux pas vous dire, quand vous utilisez mes outils, vous êtes conforme à NIS 2. Vous êtes partiellement conforme NIS 2. Parce que ce n'est pas l'utilisation de mes outils qui va vous nommer un RSSI. Voilà. Donc ça contribue à NIS 2. Pour la sauvegarde, pour la supervision des équipements de travail. Après, Stéphane va compléter, mais il y a tout un écosystème à mettre en place, toute une organisation à mettre en place qui est nécessaire pour NIS 2. Mais ça, c'est le volet technique de NIS 2. Comme je l'ai dit, NIS 2, c'est un ensemble de règles qui est pragmatique. Qui dit, voilà, ça doit être proportionné. La première action pour être conforme NIS 2, c'est effectivement faire ce travail avec nous, qui est du papier, donc qui ne va pas vous protéger, mais qui va vous dire où vous devez mettre, quelle intensité de mesure. Donc, en fait, les outils qui sont là vont vous dire le panel des mesures à mettre en œuvre, vous dire si vous en avez besoin ou pas, vous dire jusqu'où vous devez aller en termes de maîtrise. C'est ça qui va appliquer à la partie papier. Après, il va falloir l'implémenter. Donc, effectivement, si vous utilisez le pack cyber, vous allez couvrir globalement toute la surface, mais vous ne savez pas si vous aurez tout, je parle en termes de technique, tout au bon niveau, ou si vous en avez même rajouté un peu beaucoup. Mais vous n'en aurez pas non plus toute
la partie papier qui dit qu'à un moment donné, il faut quand même dire qui est responsable si ça plante à la fin. Ça, c'est pas un outil technique. Mais voilà, il faut le papier qui ne vous protégera pas, il faut les mesures techniques. C'est le papier qui va vous dire à quel niveau vous allez devoir mettre et jusqu'où vous devez aller. Merci. Vous avez mentionné les collectivités territoriales. Oui. Est-ce que vous travaillez directement avec des centrales d'achat ou des syndicats informatiques mutualisés? Ou est-ce que vous êtes en accès direct sur les mairies? On fait tout, donc on est référencé l'UGAP notamment. Après, on a deux actions. Une action directement vers les communes pour aller les sécuriser. Maintenant, il y en a 35 000. Et donc, je suis une grande partisane de la mutualisation. Et donc, les opérateurs de services numériques, pour moi, c'est extrêmement important localement, parce que ce sont eux qui peuvent donner l'impulsion locale à l'ensemble des communes d'un département, d'un territoire, peu importe le dimensionnement. C'est ce qui leur permet d'avoir des moyens, d'avoir un interlocuteur de confiance local qui leur explique ce qu'il faut faire. Donc on travaille avec les deux. Et évidemment, de mon point de vue, l'avenir, ce sont les opérateurs de services numériques. Alors, quelle que soit leur structure, leur forme, leur statut juridique, est-ce que ce sont des opérateurs ou pas, mais c'est ces structures-là locales qui permettent de mutualiser. Je vous en prie. Allez. Bonjour. Quelle est la répartition des activités entre PME, petites entreprises, au niveau d'action auprès des sous-traitants? Quelle est votre répartition de chiffre d'affaires? Très vaste question. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre pour deux raisons. C'est qu'en fait, Stéphane est chez Softeam, qui est une filiale de DocaPost. Moi, je suis chez DocaPost. Et les chiffres d'affaires, ils sont regardés par rapport au chiffre d'affaires global de DocaPost, qui est d'1 milliard. J'adorerais faire 1 milliard de chiffre d'affaires, je ne vous le cache pas. Mais ce n'est pas moi qui fais le milliard de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, peut-être pour répondre plus concrètement, Stéphane a plutôt une activité orientée grand groupe. Historiquement, parce que Stéphane vient de Softeam, qui est un cabinet de conseil, et les cabinets de conseil, traditionnellement, travaillent avec les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas avec des petits, et de plus en plus. Voilà. Mais on va dire que 80... Plus de chez moi, je travaille pour Softeam, ancien conseil secteur bancaire, banque, moi venant du monde de l'industrie de défense, j'ai un gros background d'industrie. Et un peu de secteur public, mais plutôt ministériel. Et après, aujourd'hui, on a commencé à développer, donc on a conseils départementaux, une mairie là, à partir de mars, on avait une mairie l'an dernier, je ne sais pas les noms parce que je ne peux pas donner, et je travaille avec, alors la plus petite PME, c'est 14 personnes. Mais en termes de volume financier, en termes de nombre de contrats, je suis à 30% pour les petites PME, TI, collectivités territoriales, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est Dans le secteur santé. Alors, le secteur santé, c'est une spécificité de DocaPost à une branche secteur santé dans laquelle le conseil qui porte le conseil cyber, et c'est moi qui viens me greffer derrière. Donc cette société s'appelle William. C'est William qui va porter les contrats et qui va m'appeler pour intégrer mes coûts dans son contrat. Donc j'ai une approche un peu différente. Et en plus, comme le disait Gonel, on ne parle pas vraiment de nos métiers, c'est plutôt par secteur d'activité qu'on travaille. On est des pratiques transverses. Donc je n'ai pas la vue du secteur santé, mais par exemple, la PME dont je parlais de 14 personnes, c'est un acteur c'est un éditeur de logiciels dans le secteur de la santé. Et pour compléter de mon côté, c'est essentiellement des tout petits. Parce que quand on travaille avec un grand groupe, pour lui dire de nous orienter, enfin de nous conseiller pour ses filiales, derrière on contractualise avec les filiales directement ou avec les sous-traitants directement. Donc en fait, le chiffre d'affaires ne passe pas par le grand groupe. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, ce fut un très grand plaisir pour nous. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous solliciter.